Ah, nos chères petites habitudes. Avec notamment notre bon vieux papier toilette. Il est si rassurant au toucher, si léger sous nos doigts, si doux sur notre petite peau, qu'on serait prêt à se battre pour ne jamais en manquer. Maintenant, imaginez qu'on vous enlève ça, et qu'on le remplace par ça. Alors ne vous inquiétez pas, si une certaine angoisse monte en vous, c'est tout à fait normal. Tout de suite, l'idée de vous laver votre délicat fessier avec de l'eau vous paraît complètement délirante, voire même dégueulasse. Et pourtant, pour une partie d'entre vous, notamment les musulmans, c'est l'inverse qui vous stresse. Voir votre eau être uniquement remplacée par ce petit rouleau rose qui pendouille. En Occident, le papier toilette s'est tellement ancré dans nos habitudes qu'on ne questionne même plus cette pratique. Pire encore, on a l'impression d'être plus propre, voire même plus civilisé quand on utilise du papier toilette, là où l'eau serait plus archaïque, pour ne pas dire barbare. Je sais pas ce que ce papier est venu foutre ici. Mais alors, est-ce que tout ça tient réellement la route? Et si au contraire, le papier toilette était la pire chose qu'on puisse utiliser, mais qu'on s'en servait uniquement par habitude? Dans ce cas, les orientaux auraient peut-être raison en se servant de l'eau plutôt que du PQ. D'ailleurs, pourquoi les musulmans se nettoient majoritairement à l'eau? En fait, vous verrez que derrière cette pratique se cache une histoire millénaire. Alors au final, qui est le plus propre et qui a raison? Occident ou Orient? Je vous laisse le découvrir. Comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, utiliser du PQ, c'est pas du tout logique. Ce n'est pas propre, ce n'est pas écologique et ça peut même nuire à votre santé. Et pourtant, personnellement, je l'ai toujours utilisé, uniquement par habitude. Mais en faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai décidé de changer les choses. J'ai donc pris les choses en main et j'ai contacté la marque Boku qui a accepté de soutenir la vidéo et qui m'a envoyé cet abattant japonais. Grâce à ces jets intégrés, vous pourrez vous laver automatiquement le derrière après vos besoins. Quant à l'installation, elle prend 10 minutes à peu près, même si vous êtes une bille comme moi en plomberie, avec une connexion qui se fait directement à l'arrivée d'eau de votre chasse, le tout sans laisser aucune trace, et ça c'est très bien si vous êtes locataire. Chose importante tout de même, mesurez bien l'écart entre les trous de fixation de votre cuvette, il doit faire moins de 19-20 cm. Alors de toute façon, vous avez un guide de compatibilité sur le site. Et j'insiste, cette étape elle est juste essentielle, alors je vous conseille de ne pas la négliger. Pour l'aspect pratique, le Boku se compose de 2 buses, une à l'arrière pour la grosse commission et une à l'avant pour les femmes. Et si ça vous stresse, je tiens à vous rassurer, non, l'eau n'est pas froide et c'est même plutôt agréable. Allez, je vous propose ensemble qu'on teste l'expérience directement. Ah oui, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Au total, vous allez économiser quand même 80% de PQ par jour avec juste 2 ou 3 feuilles pour vous sécher. C'est 90 € par personne et par an que vous n'allez pas dépenser ou que vous pourrez peut-être utiliser ailleurs dans quelque chose de vraiment utile. Ça veut dire aussi que vous rembourserez votre Boku en seulement 1 an. Parce que vous n'en avez peut-être pas conscience, mais le PQ, c'est un désastre pour la planète. Car pour le fabriquer, on a besoin de beaucoup d'eau et de bois. Sauf qu'en 1 an et par personne, c'est comme si vous preniez 312. Quant aux arbres, on en couperait 27 000 par jour, rien que pour la consommation mondiale de PQ. Donc vous ferez à la fois des économies, vous maximiserez votre bien-être, et puis vous serez juste heureux et fier de changer vos habitudes, tout en agissant pour une cause qui vous tient à cœur. En plus, pendant une semaine, vous pourrez profiter de 10% de réduction sur tout le site de Boku en inscrivant le code AVEROS. Elle s'appliquera alors directement au panier. Vous disposez aussi de 30 jours d'essai et d'un remboursement intégral et sans condition si vous n'êtes pas satisfait. Donc pour profiter de l'offre, ça se passe sur le premier lien dans la description. Je remercie Boku pour leur soutien et on en reparlera rapidement en fin de vidéo. Sur ce, découvrez comment on s'essuyait l'anus au fil des siècles et pourquoi les musulmans utilisent l'eau depuis plus d'1 millénaire. Si je vous montre cet objet, vous me direz qu'il s'agit d'une céramique. Et vous auriez raison. Bon, en réalité, ce sont des disques en céramique de l'époque romaine, appelés pessoi. Certains auraient même été issus d'ostraca, des morceaux qui servaient de support d'écriture. Mais alors, quel rapport avec le sujet du jour? Justement, les Romains utilisaient ces pessoi pour s'essuyer après la grosse commission. Après, quand je dis s'essuyer au vu de l'objet, difficile d'évaluer l'efficacité de la chose et les blessures que ça pouvait causer. Cette pratique est même plus ancienne, puisqu'on a retrouvé une coupe à boire grecque datant de 510 avant notre ère, représentant l'opération. Moins rude et sans doute plus largement employé, vous aviez aussi le tersorium,
un simple bâton en bois surmonté d'une éponge humidifiée, que les Romains trempaient dans l'eau ou le vinaigre avant peut-être de s'en servir pour se nettoyer. Alors je dis peut-être car les chercheurs doutent de son utilisation exacte. Il aurait aussi pu s'agir d'une brosse de toilette comme celle que nous utilisons encore aujourd'hui. Après, il y avait plein d'autres manières de s'essuyer, certaines existant depuis des millénaires. Car la population, majoritairement rurale, utilisait les éléments de la nature, comme des feuilles, de la mousse, de la paille, du foin ou même peut-être de l'eau. Mais sur ce point, les historiens disposent de très peu de sources, donc ça reste très flou. Il est aussi possible que, parmi les plus aisés, certains se soient payés le luxe de s'essuyer avec des petits morceaux de tissu, comme en témoigneraient peut-être des fragments de tissu découverts dans une canalisation d'Herculanum, une ville italienne ensevelie en 79 suite à l'éruption du Vésuve. Et globalement, jusqu'au XVIIIe siècle, rien ne change. Au Moyen-Âge, on retrouve les mêmes pratiques. Bon, pas forcément avec les céramiques et le tersorium, mais surtout avec les éléments de la nature pour le commun des mortels, puis de la laine, des chiffons ou des tissus pour les plus privilégiés. C'est ce que révèlent en tout cas les fouilles menées dans la ville commerciale de Tartu en Estonie, où 3200 textiles ont été retrouvés dans des fosses septiques, avec même des résidus en soie. Donc l'eau est apparemment peu utilisée. Les Romains s'en servent surtout comme moyen d'évacuer les eaux usées via tout un système de canaux et d'égouts, à l'image de la Cloaca Maxima à Rome, que l'auteur grec Strabon compare à de véritables rivières si larges qu'une charrette chargée de foin aurait pu y circuler. Des installations gigantesques qui disparaissent ensuite au Moyen-Âge, où désormais dominent des fosses à purins ou puisards, sorte de trous remplis de déjections et exhumant des odeurs à vous retourner l'estomac. Quant au fait de s'essuyer après la grosse commission, on préfère à l'eau des matières solides. Pourtant, si à la même époque vous aviez traversé la Méditerranée, vous auriez rencontré des pratiques bien différentes. Sur cette image, vous remarquez une plateforme, un trou rectangulaire, une sorte de bassine, ainsi qu'un robinet encadré et surmonté d'un splendide décor. Et non, vous n'êtes pas dans les toilettes d'une belle villa ou d'un hôtel luxueux. Vous n'êtes pas non plus au 19e ni au 20e siècle, mais bien au 10e siècle. Au sein d'un des secteurs de Medinat az-Zahra, une ville palatiale située dans la province musulmane d'Al-Andalus et à proximité de Cordoue, la capitale. Un complexe construit par le plus prestigieux des souverains musulmans, le calife omeyyade Abdelrahman III. Les fouilles effectuées sur place ont révélé la présence de 36 latrines disséminées dans toutes les parties du site, à la fois au sein du palais et des bâtiments administratifs. Le schéma que je vous ai montré tout à l'heure correspond à ce type de latrines. Elles font partie des plus luxueuses, certaines étant strictement dédiées à l'usage du calife et de ses proches. Néanmoins, 13 des 36 latrines disposent d'une alimentation en eau courante et même parfois d'un robinet, un aménagement exceptionnel, puisqu'à la même époque, et même plus tard, la quasi-totalité des latrines doivent être approvisionnées en eau manuellement à l'aide de récipients en céramique, comme c'est d'ailleurs sans doute le cas ici pour les 23 latrines restantes. Avec la présence de ce type de mobilier, vous voyez bien que l'eau sert autant à évacuer les déjections qu'à se nettoyer. Ok, mais là on parle de bâtiments luxueux avec un personnel d'élite, donc ça ne signifie pas que tout le monde se lavait de cette manière. Cette réflexion vous a sans doute traversé l'esprit, et vous auriez raison. Sauf que ces latrines, on les retrouve aussi au sein de Cordoue. En fait, c'est même la norme dans la plupart des maisons. Bien sûr, vous n'utilisez pas l'eau courante, mais toujours ces pots en céramique. Des pratiques attestées à Cordoue, mais aussi dans d'autres villes ibériques comme Mertola. Quant au milieu rural, comme plus au nord, les personnes se servent sans doute des éléments de la nature et pourquoi pas majoritairement de l'eau. Dès cette époque, il existe donc une différence majeure dans la manière de s'essuyer entre le monde musulman et l'Occident chrétien. Est-ce que c'est dû à la culture, avec un rapport différent vis-à-vis de l'eau, au lieu de vie, à travers le climat et la température de l'eau? En réalité, autant vous dire que c'est très difficile de le savoir, parce que il s'agit d'un sujet complexe à étudier, avec trop peu de sources disponibles, notamment quand il est question de pratiques qui ne laissent quasiment aucune trace. Par contre, il y a une explication plus pertinente, celle de la relation au corps, à l'hygiène, à la propreté, et surtout à la pureté. Cette notion de pureté nous ramène à la question religieuse, car si les musulmans choisissent l'eau plutôt que des matières solides, c'est en partie en rapport avec l'islam. Et c'est là que vous vous dites, mais attends, l'islam est né en Arabie, donc principalement une terre désertique où l'eau est rare, donc tout ça ne colle pas vraiment. Encore une fois, c'est pertinent. Il est très probable qu'à l'époque du prophète Mohammed, au début du 7e siècle, deux pratiques coexistent. On se lave à l'eau quand celle-ci est disponible, et sinon on s'essuie avec des matières solides comme la pierre.
C'est pour ça que dans la tradition prophétique, le récit des paroles et des actes du prophète Mohammed, on retrouve ces deux pratiques, lesquelles sont obligatoires pour les musulmans, avec d'un côté l'istijmar, le fait de s'essuyer avec au moins 3 pierres, et l'istinja, le nettoyage avec de l'eau. Ces prescriptions s'ajoutent à celles du Coran, stipulant au verset 6 de la sourate 5 que chaque croyant doit se purifier après avoir fait ses besoins. Puis interviennent les conquêtes islamiques, au cours desquelles les musulmans s'emparent de l'ensemble du pourtour méditerranéen et de la région iranienne. Sur place, leurs habitudes commencent à changer. L'eau étant plus abondante, ils l'utilisent davantage, d'autant qu'ils entrent en relation directe avec des civilisations, perses et surtout byzantines, qui disposent d'une ingénierie hydraulique et d'une culture balnéaire, avec tout un système d'aqueducs reliés à des égouts et des thermes, devenant plus tard les fameux hammams. Dès les 7e, 8e siècles, l'eau devient donc un élément du quotidien. En tant que substance nettoyante et purificatrice, on la retrouve dans les bassins de chaque mosquée afin d'y réaliser les ablutions, auxquelles s'ajoutent souvent des latrines publiques. C'est le cas de la grande mosquée de Tyr au Liban, construite entre la fin du Xe et le début du XIe siècle. Contre le mur nord, les archéologues ont découvert 6 espaces rectangulaires associant un système de latrines et d'ablutions. Les personnes peuvent y faire leurs besoins tout en se lavant grâce à une rigole et un petit bassin relié à une source d'eau pure. Comme pour les maisons, l'emplacement des latrines préserve l'intimité des personnes. Ici, des murs séparent chaque compartiment. Et des exemples comme ça, il y en a plein, que ce soit au Caire, à Istablantar, à Marrakech, à Damas ou Alep. À l'image de l'Occident chrétien, on retrouve aussi les latrines dans les remparts et les châteaux. À l'image de l'enceinte du Caire bâtie par Saladin, dans l'extension du Krag des Chevaliers souhaité par Baybars, dans la forteresse de Nimrod ou celle de Baalbek. Parfois, certaines sont même très raffinées, comme celle de la tour du château mamelouk de Sheizar, surmontée de Montcarnasse. Tout ça sans parler bien sûr d'autres latrines présentes dans différents bâtiments, comme par exemple les caravansérails. Donc les musulmans prennent soin de leur hygiène et veillent surtout à la pureté rituelle. Pour information, dans l'islam, vous avez 2 situations qui causent de l'impureté, les relations sexuelles et faire ses besoins. Après, il y a quand même une gradation dans tout ça. Les relations sexuelles sont considérées comme une souillure majeure, là où faire ses besoins constitue une souillure mineure. C'est important parce que de ça découlent différentes solutions pour redevenir pur. Pour les rapports sexuels, il faut se laver entièrement, c'est ce qu'on appelle le ghusl, alors que pour les déjections, on privilégie des ablutions classiques, le wudu. Grâce aux récipients présents dans les latrines des mosquées, les personnes se nettoient donc à la fois le corps et l'esprit. À Tyr, un bac de douche est même associé aux latrines afin d'effectuer le ghusl. Dès le Moyen-Âge, les musulmans se nettoient donc l'anus avec de l'eau, ce qui est bien plus rare côté occidental. Quoiqu'il y a eu quand même une période où on a un petit peu utilisé l'eau, mais c'est resté assez éphémère. En Occident, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu'un petit instrument dédié au nettoyage des parties intimes voie le jour. Avec ses 4 pieds en bois, son assise en forme de violon, il s'agit du bidet. Et oui, c'est l'ancêtre de cette chose qui trône encore dans certaines de nos salles de bain et dont je pense, surtout les plus jeunes, ne savent pas très bien à quoi ça pouvait servir. Le bidet sert donc à sa toilette intime. Vous vous asseyez à califourchon comme cette femme, d'où son nom d'ailleurs de bidet, et vous vous laviez tranquillement avec vos mains. Ce meuble n'a pas simplement conquis une partie de la population, il est même devenu un accessoire de mode. En bois, en porcelaine, en faïence, en argent ou en or, posséder un tel objet soigne autant votre hygiène qu'il rehausse votre prestige. C'est pour ça que pendant environ un siècle, seules les élites peuvent se l'offrir. À l'image du bidet de Napoléon Ier, une petite pièce d'argent massif recouvert d'or. Puis au cours des 19e, 20e siècles, le bidet se popularise comme accessoire hygiénique, un phénomène encouragé par les politiques et le milieu médical, dont le docteur Pierre Delors, affirmant en 1949 que le bidet est une nécessité, non un luxe. Il est indigne de ne tenir propre que ce que l'on voit. Le bidet entre si bien dans la vie des Français qu'il devient, dans les années 1950, un élément aussi incontournable que le lavabo et la baignoire. Sauf que dès les années 1980, cette tendance s'écroule. Désormais, cet imposant bidet trônant dans des salles de bain déjà peu spacieuses dérange. Et puis on ne souhaite plus prendre de longues minutes à se laver, on préfère faire vite et efficace. D'où notamment le passage de la baignoire à la douche. Quant au bidet, si on l'enlève, c'est aussi pour le remplacer par un nouvel accessoire, aussi encombrant mais bien plus utile, le lave-linge. Et puis en même temps, pour s'essuyer, on a maintenant notre fameux papier toilette. Un objet moderne qui fait parfaitement le travail. Un objet aussi qui a mis du temps à s'imposer, pas avant la fin du 19e siècle, alors qu'il existait déjà depuis au moins 1300 ans. Alors comment expliquer cette utilisation tardive ?
Pour croiser la première mention de l'usage de papier toilette, il faut se rendre en Chine. Lorsqu'un savant local, Yan Shitui, s'émeut en 589 de constater que des feuilles sur lesquelles figurent des citations et des commentaires des 5 classiques du confucianisme soient utilisées pour s'essuyer les restes d'excréments après la grosse commission. Une pratique également attestée par un voyageur arabe en 851. Il s'étonne que les Chinois ne se nettoient pas avec de l'eau, à la manière des musulmans, mais avec des morceaux de papier. À ce stade-là, vous me direz que la pratique reste assez artisanale. Sauf qu'au fil du temps, les Chinois commencent à produire du papier toilette de manière quasi industrielle. Par exemple, une source nous indique qu'au début du XIVe siècle, environ 10 millions de paquets de 1000 à 10 000 feuilles ont été confectionnés chaque année. Tandis que l'empereur Hongwu et sa famille s'offrent le luxe de s'essuyer avec du papier parfumé. Et oui, on n'a pas attendu nos grandes marques modernes et leur marketing avec ses multiples couleurs et senteurs. Ce papier toilette en Occident, on ne l'utilise pas couramment avant le XVIIIe siècle, parce que pendant tout le Moyen-Âge et une partie de l'époque moderne, le papier reste un objet cher que l'on préfère réserver à l'écriture plutôt qu'à nos derrières. C'est avec l'essor de la presse et de la lecture, au XVIIIe, XIXe siècle, que les habitudes changent. Désormais, les personnes ne se servent plus de mousse, de feuilles, de foin, de tissu ou de plein d'autres choses, mais elles se contentent d'arracher les feuilles du journal qu'elles viennent de lire. C'est pratique, c'est pas cher, et donc ça plaît. Et notre fameux papier toilette alors, que lui arrive-t-il? Eh bien, il arrive en 1857 grâce à Joseph Gayety, un New-Yorkais d'une trentaine d'années qui lance son business de PQ. Mais il faut pas croire que tout ça a fonctionné directement. Les débuts ont été difficiles. Même si à l'époque ce changement paraît logique, avec la généralisation des toilettes à chasse d'eau et des fosses septiques, ajouté à l'encombrement des canalisations par des feuilles de journaux usagés, convaincre les personnes de passer au PQ a demandé de nombreux efforts. Car si nous pensons tous que nous agissons principalement selon notre raison, et donc en fonction de ce qui est bon ou mauvais pour nous, en réalité nos émotions dictent nos choix. C'est seulement dans un second temps qu'on rationalise nos émotions. Ça nous rassure et ça nous donne bonne conscience. Et c'est justement pour ça qu'on a inventé le marketing. Et pour qu'un maximum d'occidentaux adoptent le PQ, il a bien fallu en user. D'abord avec des arguments concrets, comme le fait que les encres et les produits chimiques utilisés dans le journal mettaient en danger la santé des personnes. D'où le titre de la publicité destinée à vendre le papier de Gayety, papier médicinal pour les toilettes. Il suffit ensuite de saupoudrer le tout avec des éléments beaucoup plus émotionnels, comme lorsque la marque Charmine lance un PQ spécialement conçu pour les femmes et censé rivaliser de douceur. Peu à peu donc, le PQ se popularise, notamment à partir de la fin du 19e siècle, avec l'essor du papier perforé et en rouleau, principalement grâce à Edward Irvin et Clarence Scott. Pour vous donner quelques chiffres, bien que tardifs, rien qu'entre 1979 et 1983, la consommation française de papier toilette passe de 138 000 tonnes à 176 000 tonnes, soit une augmentation de 27% en seulement 4 ans. Autant vous dire que le PQ, c'est un gros business. D'autant que le papier toilette est tellement entré dans nos mœurs qu'on est obligé de l'utiliser. Donc il y a toujours de la demande et une demande croissante. En témoigne la célèbre ruée vers le PQ lors du Covid. Finalement, c'est comparable à Visa ou Mastercard. Si vous voulez effectuer des transactions financières, vous êtes quasiment obligé de passer par eux. Le PQ, c'est pareil, les marges en moins. Sans compter que sa consommation rapide renouvelle la demande constamment. C'est d'ailleurs durant le Covid que William a eu l'idée de fonder Boku. Les bidets étaient devenus hyper rares en plus d'être encombrants et se payer un WC japonais, ça coûte très cher. D'où la création de bidets et d'abattants portatifs faciles à installer. Il y a aussi le Boku Mini que vous pouvez emporter partout avec vous et des serviettes en bambou pour vous sécher, notamment si vous avez une peau sensible. Bon, c'est pas tout, mais il nous reste quand même un débat à trancher. Finalement, qui a raison? Team papier toilette ou Team eau? Bon, on y a déjà un petit poil répondu, mais vous allez découvrir davantage de détails. Aujourd'hui, de plus en plus de vidéastes affichent fièrement leur rejet du PQ au profit de l'eau, avec un effet confinement qui est évident. Et ça, c'est sans compter tous les articles de blog. Et même sur des forums comme Quora, on retrouve ce genre de discours, avec parfois plusieurs centaines de likes sous certains commentaires. Dans les médias, on parle même du retour du bidet dans pas mal de nos salles de bain. Alors, que signifie ce phénomène? Est-on face à une simple tendance éphémère ou bien un vrai mouvement de fond? Pour le savoir, il faut analyser les critiques émises contre le PQ. D'abord sur le plan de l'hygiène.
Si aujourd'hui quasiment personne ne se questionne sur l'efficacité réelle du PQ, et c'était mon cas avant d'écrire cette vidéo, les médecins, eux, sont formels. Le papier toilette est clairement un mauvais moyen de se nettoyer. En même temps, c'est logique, hein. Quand on veut réellement nettoyer quelque chose, notre premier réflexe, c'est d'utiliser de l'eau, puis ensuite un chiffon, ou une éponge, mais pas vraiment juste du papier toilette, ou alors du sopalin, vous comprenez quoi. Pire encore, le PQ pourrait vous causer des ennuis de santé, que ce soit des irritations, des démangeaisons, des saignements, voire des hémorroïdes. Et ça, c'est sans vous parler, bien sûr, de tous les produits chimiques présents dans le papier toilette qui peuvent favoriser de véritables maladies. Donc, il y a quand même des raisons concrètes et rationnelles pour abandonner ce bon vieux PQ et passer à l'eau. Mais cet argument ne suffit pas. Car finalement, vous pourriez me dire que tout ça concerne chaque individu. Si vous en foutez royalement de la propreté de votre anus ou des risques sanitaires, vous faites comme vous voulez en fait. Et ça va pas impacter grand monde. Et donc il nous manque la partie émotion, quelque chose qui dépasse la simple considération personnelle. Alors, si je vous disais maintenant que pour créer ce petit rouleau de papier toilette, on a gaspillé entre 140 et 160 litres d'eau. Le tout sachant en moyenne qu'en France, on utilise un rouleau tous les 5 jours, soit à peu près 70 par an. Donc 70 fois 140 égale 9800. En une seule année, donc, on utilise 9800 litres d'eau par personne, rien que pour le PQ, soit l'équivalent de 300 douches. Mais ça s'arrête pas là. Parce que pour produire une tonne de PQ, il faut couper environ 13 arbres. Une tonne de PQ correspondant à la consommation moyenne de 166 Français chaque année. Vu qu'on est un peu plus de 68 millions dans le pays, le simple fait d'envisager le calcul global a de quoi vous donner un petit peu le tournis. Donc je l'ai fait pour vous. Ça représente 409 639 tonnes de PQ, soit l'équivalent de 5 325 307 arbres abattus chaque année. En 6 ans, cela signifie que la forêt de Rambouillet près de Paris aurait disparu. Et ça bien sûr, c'est sans compter toutes les pollutions causées par les produits chimiques présents dans le PQ, qu'on appelle les PFAS. Et le fait aussi que j'ai pris la fourchette basse au niveau des chiffres. Tout ça pour vous montrer que nos habitudes possèdent un réel pouvoir sur nous. Elles peuvent être à la fois positives et négatives. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on les a prises, c'est très difficile de les analyser. Donc de choisir si oui ou non on doit les abandonner et les remplacer par d'autres habitudes beaucoup plus bénéfiques. Alors personnellement, sans cette vidéo, j'avoue, j'aurais jamais fait ce travail. Surtout sur quelque chose d'aussi simple que s'essuyer le derrière. Parvenir à changer ses habitudes pour les améliorer, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. On est fiers non seulement pour nous, parce que on améliore notre quotidien, mais aussi par rapport aux autres, parce qu'on participe à notre humble échelle au fait que le monde se porte mieux. C'est pour ça que j'aime dire que le plus compliqué, ce n'est pas tant d'apprendre, mais plutôt de désapprendre. Je vous rappelle également qu'il vous reste 7 jours pour profiter de la réduction de 10% sur le site Boku en utilisant le code Averroès. Et si vous êtes intéressé, ça se passe sur le premier lien en description. Alors oui, vous l'avez vu, cette vidéo est légèrement décalée par rapport aux autres vidéos sur son ton. C'est assez différent, c'est un peu plus léger, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications parce que sinon vous allez rater les prochaines vidéos et ce serait dommage. Donc j'espère encore une fois que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Mais d'ici là, vous en avez maintenant l'habitude. Portez-vous bien.